11 soldats nigérians capturés, un avion militaire détourné, la France qui manœuvre dans l'ombre, et si tout cela n'était qu'un prélude, le 7 décembre 2025, un avion de l'armée nigériane est forcé d'atterrir au Burkina Faso, accusé d'avoir violé l'espace aérien. À l'intérieur, 11 militaires arrêtés aussitôt. Incident ou provocation? Le Nigeria évoque une urgence technique, mais l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dénonce une intrusion calculée, un test de ses lignes rouges. Pour bien comprendre la gravité de cet acte, rappelons qu'une telle violation de l'espace aérien n'est pas anodine. Dans l'histoire récente du continent africain, chaque incursion aérienne non autorisée a toujours été interprétée comme un geste agressif, une déclaration implicite de défi ou de hostilité. En 2012, par exemple, le survol non autorisé d'un drone étranger au-dessus du territoire malien avait provoqué une crise diplomatique majeure, aboutissant à la mobilisation générale de l'armée malienne et à l'intervention d'observateurs internationaux. Ici, la situation est encore plus tendue. Non seulement l'avion nigérian n'avait pas reçu l'autorisation de survoler le Burkina Faso, mais il transportait un groupe militaire. Cela rappelle les tensions de la guerre froide, où chaque mouvement de troupes était surveillé et pouvait, en quelques heures, faire basculer toute une région dans la confrontation ouverte. Au même moment, Emmanuel Macron annonce un renforcement historique du partenariat militaire avec le Nigeria. Devant les caméras, il lâche « Personne ne peut rester spectateur ». Cette phrase résonne comme un ultimatum forçant chaque acteur régional à choisir son camp. Le fossé se creuse, d'un côté le Nigeria, désormais adossé à Paris, de l'autre le Sahel, déterminé à défendre sa souveraineté. Pour illustrer la portée de cette déclaration, souvenons-nous des grandes alliances militaires du XXe siècle. Les propos du président français rappellent ceux de John F. Kennedy lors de la crise de Berlin en 1961, lorsqu'il avait clairement prévenu que chaque allié devait choisir son camp dans la confrontation Est-Ouest. De tels discours ne laissent aucune place à la neutralité, chaque nation se voit contrainte de s'aligner ou de s'isoler. Ce n'est plus un simple incident aérien, c'est l'entrée en scène d'un affrontement ouvert entre l'Afrique sous influence et une alliance qui rejette toute tutelle étrangère. L'événement révèle une recomposition accélérée de l'Afrique de l'Ouest, où chaque nation doit décider, protéger son indépendance ou céder au jeu des puissances. Déjà, des scénarios similaires se sont produits ailleurs. En Amérique latine, dans les années 1970, les interventions étrangères ont profondément marqué l'histoire et la souveraineté des pays concernés. Les alliances militaires, loin d'apporter la stabilité, ont souvent mené à des guerres civiles et à des décennies d'instabilité. Ignorer cette crise, c'est risquer de voir l'avenir, les ressources et la sécurité de la région s'écrire ailleurs, loin de la volonté des peuples ouest-africains. Pour saisir comment cette nouvelle guerre froide régionale a éclaté et ce qui se joue dans l'ombre, il faut remonter à l'origine du face-à-face entre la France, le Nigeria et l'AES. Retour en arrière. Comment cette confrontation inédite s'est-elle construite et qui tire vraiment les ficelles? Les premiers indices remontent à plusieurs mois avant la crise. Comment l'Afrique de l'Ouest a-t-elle atteint un tel point de rupture? Pour saisir l'ampleur de la crise, il faut remonter le fil d'une recomposition géopolitique inédite. En moins de 3 années, la France a perdu toutes ses bases militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce retrait brutal a provoqué un séisme diplomatique, bouleversant tous les équilibres régionaux. Ce bouleversement a des précédents historiques. Par exemple, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989 avait laissé un vide similaire, entraînant une fragmentation du pouvoir et l'arrivée de nouvelles forces, souvent radicales. En Afrique de l'Ouest, ce vide a ouvert la voie à une compétition féroce entre puissances étrangères et intérêts locaux. Face à ce vide, les États du cœur du Sahel ont réagi avec force. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont unis pour former l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Leur objectif? Affirmer une souveraineté totale et fermer la porte à toute ingérence étrangère. Cette décision a ouvert une fracture profonde dans la région, opposant désormais l'AES à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, soutenue par la France. Mais un acteur majeur s'impose dans cette équation, le Nigeria. Première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest, le géant nigérian traverse pourtant une crise interne redoutable. Insécurité chronique, attaques djihadistes, tensions communautaires. L'État nigérian vacille, contraint de jongler entre menaces internes et ambitions régionales. Prenons un exemple précis. En 2023, la ville de Maïdougouri a été le théâtre de plusieurs attaques simultanées menées par Boko Haram, montrant la fragilité persistante du pays face aux menaces terroristes.
Ces attaques ont forcé des dizaines de milliers de civils à fuir, révélant l'incapacité de l'État à protéger toutes ces régions frontalières. La France, elle, refuse de s'effacer du Sahel. Après son retrait forcé, Paris cherche de nouveaux leviers. Son alliance stratégique avec Abuja devient cruciale pour peser dans la région. Mais alors que la Russie étend son influence, la compétition internationale s'intensifie. Le Sahel se militarise, les camps se crispent, divisant les sociétés entre défenseurs d'une souveraineté africaine et partisans des alliances occidentales. Dans ce climat de méfiance, chaque décision militaire ou diplomatique résonne comme un coup de tonnerre. La sécurité, l'économie et la souveraineté de millions d'Africains dépendent désormais de ces choix. Fermer les yeux, c'est risquer de voir l'avenir du continent dicté par d'autres. L'incident du 7 décembre n'est donc pas un accident isolé. Il répond à une stratégie mûrement construite où chaque camp joue son va-tout. Plongeons au cœur de ce face-à-face, là où toutes les tensions refoulées éclatent enfin. Le 7 décembre, un événement déclencheur fait basculer la région dans l'incertitude. Ce jour-là, un affrontement aérien met à nu la guerre d'influence qui couve depuis des mois. Quand la stratégie française s'habille d'un nouveau visage, le Nigeria devient-il complice ou simple pion du vieux maître colonial ? À peine Emmanuel Macron annonce-t-il publiquement un partenariat militaire renforcé avec le Nigeria que la région s'embrase. Ce rapprochement, présenté comme un rempart contre l'insécurité nigériane, recèle une réalité plus sombre. Le Nigeria s'impose, consciemment ou non, comme le nouvel instrument militaire de la France en Afrique de l'Ouest. Pour donner un autre exemple, lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé le Sud-Vietnam comme base avancée contre le Nord, habillant leur intervention de discours sur la sécurité régionale, tout en poursuivant des intérêts stratégiques plus vastes. Aujourd'hui, la France semble employer une logique similaire, mais à l'échelle ouest-africaine. Quelques heures après la déclaration du président français, le Nigeria lance une opération éclair au Bénin pour étouffer une tentative de coup d'État. Paris applaudit officiellement le geste, mettant en avant la capacité d'intervention rapide du Nigeria. Mais derrière les félicitations, une question empoisonne les débats. Le Nigeria agit-il pour l'intérêt régional ou répond-il aux ordres d'intérêts extérieurs ? La tension atteint son paroxysme le 7 décembre 2025. Ce jour-là, l'Alliance des États du Sahel intercepte un avion militaire nigérian dans l'espace aérien du Burkina Faso. L'appareil, un F-4C-130, était officiellement en mission de routine. Mais pour l'AES, il s'agit d'une provocation calculée. Tester la vigilance des défenses sahéliennes quelques heures après l'annonce du partenariat franco-nigérian. Face à cet incident, l'AES réagit rapidement. Les autorités sahéliennes dénoncent une manœuvre orchestrée par la France, utilisant le Nigeria comme bras armé pour déstabiliser l'alliance qui avait expulsé les forces françaises quelques mois auparavant. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, le message est limpide. La tutelle coloniale n'a pas disparu, elle a seulement changé de visage. Pour mieux comprendre cette posture, rappelons que lors de la crise de Suez en 1956, la France et le Royaume-Uni avaient tenté d'utiliser l'Égypte comme terrain d'affrontement indirect avec l'URSS, tout en affirmant agir pour la stabilité régionale. Cette stratégie s'est soldée par un échec retentissant et une perte de crédibilité internationale. Mais pendant que le Nigeria projette sa puissance hors de ses frontières, l'intérieur du pays s'enfonce dans l'insécurité. Les groupes armés multiplient les attaques, l'économie s'effondre et la population s'interroge. Pourquoi exporter la force militaire quand la paix intérieure s'effrite chaque jour ? La détention des 11 soldats nigérians au Burkina Faso prend alors une portée symbolique et stratégique. Ils incarnent le bras de fer entre une Afrique qui cherche à préserver sa souveraineté et celle qui, sous la pression d'anciennes alliances, risque de sacrifier sa stabilité pour des intérêts étrangers. Chaque heure de captivité ajoute à la tension. Chaque déclaration officielle envenime le climat régional. En misant sur une alliance militaire affichée avec la France, le Nigeria joue un jeu dangereux. Il risque de devenir la cible privilégiée de l'AES, qui voit en lui le relais d'une puissance étrangère honnie. Mais plus encore, le pays sacrifie sa propre stabilité sur l'autel d'intérêts extérieurs, alors que l'alliance sahélienne s'enfonce dans une escalade dont l'issue reste imprévisible. Dans l'histoire africaine, de nombreux exemples montrent le danger de telles alliances asymétriques. Rappelons la crise ivoirienne de 2002, où l'appui militaire extérieur n'a jamais suffi à garantir la paix durable, mais a plutôt accentué les divisions internes et prolongé le conflit. L'Afrique de l'Ouest se trouve ainsi à la croisée des chemins, soutenir une indépendance réelle ou basculer dans une nouvelle ère de conflits imposés de l'extérieur.
Les choix faits aujourd'hui pèseront sur le destin de toute une génération. Mais alors que les tensions s'exacerbent sur la scène régionale, une nouvelle menace inattendue fait irruption, bouleversant tous les calculs des puissances en présence. Un événement imprévu va forcer chaque acteur à révéler ses véritables intentions. Après la provocation du 7 décembre 2025, l'Afrique de l'Ouest semble suspendue au bord du gouffre. Jamais la tension n'a été aussi vive. D'un côté, l'Alliance des États du Sahel resserre ses rangs, de l'autre, la CEDEAO, forte du soutien nigérian et en coulisses de la France, campe sur ses positions, chaque camp voyant l'autre comme une menace mortelle contre son modèle politique et son droit à l'autodétermination. Les forces s'amassent. L'ombre d'une confrontation directe s'allonge, plus réelle de jour en jour. Ce n'est plus une question de simple manœuvre. Les deux blocs se préparent à franchir une étape irréversible, où nul ne peut prédire l'ampleur des conséquences ni le prix à payer. La détention des 11 soldats nigérians au Burkina Faso n'a rien d'un incident anodin. Elle symbolise un point de rupture, un défi lancé à la volonté de chaque acteur. Ce n'est plus seulement une violation d'espace aérien que l'on déplore, mais une démonstration de force qui fait vaciller l'équilibre fragile de la région. Chaque heure qui passe rapproche les camps de la ligne rouge, et le spectre d'une instabilité chronique s'étend, menaçant de s'installer durablement dans les vies et les esprits. Dans cette rivalité, la France joue une partie complexe. Chassée militairement du Sahel, elle réinvente son influence à travers le Nigeria, manœuvrant en coulisses pour défendre ses intérêts stratégiques. Paris privilégie la sécurité de ses approvisionnements et de ses alliés, au risque d'exporter l'insécurité dans toute la sous-région. L'Alliance des États du Sahel, pour sa part, se dresse en rempart ultime contre l'ingérence et la dépossession, revendiquant avec force une souveraineté chèrement acquise. Ici, la lutte oppose moins des armées que deux visions irréconciliables de l'avenir ouest-africain, indépendance réelle ou soumission aux agendas extérieurs. Au centre de la tourmente, la population subit les contre-coups. Familles, commerçants et travailleurs vivent dans la peur, guettant les signes d'une escalade. L'incertitude s'insinue dans le quotidien. Crainte de représailles, déplacements forcés, coupures économiques. Déjà, les habitants paient un tribut élevé, tandis que les décisions se prennent loin d'eux, dans des capitales étrangères ou des réunions secrètes. Les conséquences économiques y sont déjà visibles. Selon la Banque mondiale, lors de précédentes crises régionales, les échanges commerciaux entre pays voisins chutaient trop de plus de 50% en moins de 6 mois, accentuant le chômage et la précarité alimentaire. Mais les enjeux dépassent la sécurité immédiate. Le véritable bras de fer porte sur le contrôle des ressources, terres, minerais, eau, et sur l'affirmation d'une identité politique propre à l'Afrique de l'Ouest. Qui décidera du destin des richesses régionales ? Les peuples ou des puissances extérieures ? À huis clos, entre conseils de guerre et tractations opaques, la souveraineté paraît chaque jour plus fragile. L'avenir se joue sans témoin, alors que se dessine la possibilité d'une perte définitive de contrôle sur le sol et le sort de millions de personnes. Si la logique de confrontation l'emporte, la région risque de basculer dans une guerre par procuration. Ce scénario redouté signifierait la perte irrémédiable de souveraineté, la multiplication des crises internes et l'appauvrissement des générations à venir. L'Afrique de l'Ouest pourrait devenir l'arène des ambitions étrangères, où le prix de l'escalade serait payé, non par les décideurs, mais par les peuples. Pourtant, même au cœur de la crise subsistent des choix. Les citoyens et les dirigeants devront-ils se résigner à suivre une voie imposée ou sauront-ils s'emparer de leur destin avant que la situation ne devienne irréversible ? Mais derrière la montée des périls, une question demeure. Comment briser le cycle de l'ingérence et de la confrontation pour ouvrir une voie alternative, réellement africaine ? L'Afrique peut-elle enfin briser le cercle vicieux de la domination étrangère et des conflits imposés ? Cette question hante désormais chaque citoyen ouest-africain, alors que l'avenir de la région se joue sous l'œil attentif des grandes puissances mondiales. Première leçon de cette crise, la vigilance populaire est désormais vitale. Gouverner dans l'ombre sans rendre de compte n'est plus possible. Seule une société civile informée, mobilisée et déterminée peut empêcher ses dirigeants de devenir les relais d'intérêts étrangers. Chaque fois que la population s'est détournée, l'histoire a montré que les décisions essentielles ont été dictées de l'extérieur. Mais l'inverse existe. Une opinion publique active force la transparence, rejette les alliances militaires douteuses et replace la sécurité intérieure au cœur des priorités. Regardons autour de nous. Au lendemain du génocide, le Rwanda a reconstruit sa souveraineté, évitant la répétition d'une guerre par procuration.
À l'opposé, la République démocratique du Congo demeure piégée par la fragmentation interne, attisée par des intérêts extérieurs. Le passé colonial, les interventions par procuration, ignorer ces leçons n'est plus une option, mais une question de survie. La souveraineté ne se résume pas à des slogans, elle exige transparence, maîtrise des alliances et redéfinition de l'intérêt national, où sécurité, développement et unité passent avant tout. Sans changement de cap, le continent restera prisonnier d'un cycle de domination, de division et de conflits orchestrés à distance pour servir des intérêts étrangers. Les conséquences sont connues: perte de souveraineté, instabilité interne, avenir sacrifié. Mais une autre voie existe. L'unité régionale, la solidarité entre États africains, l'engagement des jeunes et le refus des manipulations extérieures, voilà les vrais leviers du changement. Ce chemin requiert courage, lucidité et volonté de refuser d'être de simples pions sur un échiquier étranger. Aujourd'hui, le temps du silence et de la résignation est révolu. Il faut reprendre la parole, exiger des comptes, questionner publiquement les choix faits en notre nom et poser des actes citoyens forts pour que le cycle de domination touche enfin à sa fin sur notre sol. Comment concrètement agir? Il existe des exemples inspirants. En 2010, lors des printemps arabes, la mobilisation citoyenne a permis de renverser des régimes autoritaires et d'ouvrir le débat sur la souveraineté nationale. En Afrique de l'Ouest, la création de forums populaires, l'implication dans les associations locales et la pression sur les médias pour plus de transparence sont autant de moyens d'exercer une influence réelle. Mais il ne suffit pas de s'indigner. Il est essentiel d'apprendre à décrypter l'actualité, de s'informer auprès de sources variées, de refuser les discours simplistes qui opposent systématiquement intérieur et extérieur. La souveraineté ne se gagne pas en un slogan, mais par la construction patiente d'une société civile forte, capable de dialoguer avec les décideurs et d'imposer des garde-fous contre toute dérive. Le choix appartient désormais au peuple ouest-africain. La suite dépendra de leur capacité à s'unir et à défendre une indépendance véritable, face à la pression croissante des puissances extérieures. Allons-nous accepter que notre destin soit tracé par d'autres, ou choisirons-nous la souveraineté véritable? Aujourd'hui, chacun de nous se trouve à la croisée des chemins. Ce n'est pas seulement une affaire de frontières ou de drapeaux, mais du droit fondamental pour nos peuples de décider eux-mêmes de leur avenir sans servir d'instrument à des ambitions extérieures. L'incident du 7 décembre 2025 dans le ciel du Burkina Faso n'était qu'un rappel brutal du prix que nous risquons de payer. La région ouest-africaine fait face à un choix crucial: défendre notre souveraineté commune ou laisser d'autres écrire notre histoire. Ce dilemme est concret. Chaque crise, chaque escalade accroît la menace d'un effondrement de notre stabilité. La France, après avoir perdu ses points d'appui au Sahel, cherche désormais à peser par le biais du Nigeria. Ses intérêts stratégiques passent avant nos aspirations à l'indépendance. Le Nigeria, lui, en subit déjà les conséquences, fragilisé de l'intérieur, obligé de jouer un rôle qui ne sert pas toujours ses propres citoyens. Dans l'ombre des grandes puissances, c'est l'avenir de toute une région qui se décide. Mais l'histoire ne se répète que si nous la laissons faire. Si nous restons spectateurs, si nous cédons aux influences extérieures, nous perdrons plus que des territoires ou des soldats. Nous sacrifierons notre dignité, nos droits, notre destin collectif. Ce sont nos décisions d'aujourd'hui qui façonneront la vie de nos enfants demain. La vigilance est devenue une obligation. Refuser la répétition de l'histoire, c'est s'engager, où que l'on soit, pour défendre la souveraineté et l'unité ouest-africaine. Participer, s'informer, questionner, refuser la manipulation. Voilà les armes de ceux qui veulent décider et non subir. Alors, jusqu'où laisserons-nous l'histoire se répéter? Faut-il accepter la fatalité ou devenir acteur de la souveraineté africaine? L'avenir, notre avenir, dépend de votre vigilance, de votre engagement et de notre capacité à choisir ensemble. En guise de conclusion, souvenons-nous que chaque grand tournant historique a été précédé d'une période d'incertitude, où tout semblait perdu. Mais c'est dans ces moments que les peuples ont su se réinventer, s'unir et reprendre le contrôle de leur destin. L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, possède tous les atouts pour relever ce défi. Une jeunesse dynamique, des ressources naturelles, une histoire commune de lutte pour la liberté. Il ne tient qu'à nous de faire basculer la balance du bon côté de l'histoire. À vous de jouer.